Bienvenue sur Nuances et Sciences, le podcast qui explore les médecines complémentaires et intégratives avec un regard nuancé, expérimental et scientifique. J'accueille aujourd'hui Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition au Québec. Elle vient nous parler de l'alimentation intuitive, une forme de relation à la nourriture et au corps qui rompt totalement avec l'esprit des régimes restrictifs et qui, selon moi, apporte vraiment une solution efficace pour retrouver un rapport plus sain avec la nourriture dans cet environnement où l'image du corps, le stress et la restauration rapide viennent altérer notre rapport à l'alimentation. Karine, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc, Karine Gravel, je suis diététiste nutritionniste, donc au Québec. Alors, c'est un peu différent là, de la France. Au Québec, c'est un titre qui est réglementé. Puis, je suis aussi docteur en nutrition, donc j'ai poursuivi là, pour faire une maîtrise et par la suite un doctorat en nutrition. Donc, au total, là, c'est 10 années d'université, mais je suis pas médecin nutritionniste. Donc, c'est vraiment docteur en nutrition. Puis, donc, j'ai complété tout ça en 2013 et je suis en pratique privée. Je travaille à mon compte, donc en partie en clinique. Et je collabore sur quand même beaucoup de projets. Là. Je suis aussi inspectrice à l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Et j'écris, là, je suis chroniqueuse dans un nutrition dans le magazine Véro au Québec. Puis j'ai écrit 2 livres aussi jusqu'à maintenant. Donc, un sur l'alimentation intuitive. Là, je les ai pas loin. Donc, je sais pas si on peut les voir. Donc, de la Bien culture des sûr, on diètes peut à les voir. l'alimentation intuitive. Ça, c'est réflexion pour Manger en paix et apprécier ses cuisses que j'ai publié en 2021 chez KO Éditions. Puis, le plus récent, T'es belle pour ton âge, donc réflexion sur le poids, l'alimentation et le droit de vieillir en paix. Donc, celui-là qui date de 2024. Donc, voilà à quoi ça ressemble, mais c'est assez varié comme pratique. C'est pour ça que je t'ai invité, c'est principalement pour ton premier livre. Je mettrai Oui, les références en description de ces deux livres pour nos auditeurs. parfait. Et Oui. donc, tu as écrit un livre sur l'alimentation intuitive. Alors, quand on entend ce terme, on se dit, OK, intuitif, ça voudrait dire qu'on se fie à nos sens. Peut-être, est-ce que tu pourrais clarifier cette définition de l'alimentation intuitive? Oui, je vais la résumer parce qu'on pourrait en parler vraiment longtemps, mais en fait, c'est une approche là, dont les résultats sont démontrés aussi scientifiquement. Là, c'est pas quelque chose qu'on s'est imaginé. Donc, il y a quand même de plus en plus d'études sur le sujet, sur les bienfaits sur la santé, autant physique que psychologique. Puis, c'est une approche où on va être vraiment à l'écoute de nos besoins. Donc, il y a un lien de confiance qui est développé avec notre corps. Donc, on est beaucoup plus à l'écoute que des fois, on entend beaucoup de méthodes de contrôle de notre corps. Donc, c'est comme si notre tête décidait tout, là. Alors que là, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute. Au niveau de la nourriture, ben, c'est d'explorer nos comportements alimentaires, voir ce qu'on peut améliorer, mais il y a quelque chose de bienveillant dans cette approche-là, toujours. Puis c'est aussi ben, l'image corporelle, donc aussi la façon dont on perçoit notre corps. Donc ça, c'est vraiment important dans l'approche. Dans un premier livre qui avait été publié par 2 diététistes américaines là, en 1995 sur le sujet. Donc, ça fait quand même un petit bout, mais il y a beaucoup d'études publiées depuis ce temps-là aussi, puis ça attire beaucoup l'attention là, depuis quelques années. Là, en tout cas, au Québec, ça gagne en popularité là, depuis quelques années. Moi, j'ai découvert ça durant mon doctorat là, au début là, sur des études scientifiques et je trouvais ça intéressant parce que c'est pas seulement ne pas suivre de régime, mais c'est vraiment d'avoir un rapport qui est sain avec la nourriture. Puis oui, c'est les aspects sensoriels, entre autres, comme tu le mets tantôt. Donc, c'est d'être à l'écoute, là, tu sais, de porter attention au goût des aliments, à la texture, prendre le temps de déguster, d'apprécier la nourriture aussi. Donc, le plaisir occupe une grande place. C'est difficile de le définir en une seule phrase, j'imagine. Oui. Finalement, c'est juste retrouver une relation saine avec la nourriture où on se fie à simplement, non pas à une image du corps qui est imposée par la société et par simplement nos sensations internes à nous.
en fonction Oui. de ça pour décider de ce qu'on va manger et de combien est-ce qu'on va manger. Oui, on veut manger une quantité d'aliments qui va nous permettre d'être bien. Puis c'est aussi une approche qui est basée beaucoup sur la santé. C'est pas une approche qui est basée sur le poids. On essaie de se détacher de ça parce qu'on peut être en bonne santé à différents poids, hein. Indépendamment du poids. Donc, l'idée, c'est vraiment de porter attention à notre santé globale. Alors, est-ce que cette alimentation est faite pour tous? Par exemple, dans mon cas, Mhm. j'ai eu une période où j'ai eu des troubles du comportement alimentaire suite à une expérience qui doit être classique, celle du sport, notamment de la Mhm. musculation, et sport dans lequel le l'image du corps est importante, et puis on on dit aussi que la consommation de protéines est importante, ce qui peut provoquer le fait d'essayer de manger plus d'aliments protéinés sans en avoir nécessairement l'envie, Mhm. ce qui rompt un peu ce lien entre notre esprit et notre corps. Tout ça pour dire, est-ce que l'alimentation intuitive, c'est vraiment quelque chose pour des gens, par exemple, qui ont ce type de trouble du comportement, ou bien c'est une vision idéale, ce que tout le monde devrait adopter pour être en bonne santé? Hmm. C'est sûr qu'on doit adapter, hein, selon chaque personne. Moi, je pense que on doit pas convaincre ou imposer que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Moi, j'ai de la misère avec ça, mais malgré que j'aime bien quand les gens s'y intéressent, ça, c'est certain. Sinon, en ce qui a trait aux troubles alimentaires, bon, dépendamment de la situation, je pense que là, c'est important de vraiment traiter le trouble alimentaire et après, on peut, à un moment donné, je pourrais donner des exemples plus concrets, là, mais à un certain stade, on peut intégrer des notions d'alimentation intuitive, là. Des fois, dépendamment aussi de l'état de santé des personnes, on doit adapter un petit peu, là. C'est pas comme, je vais le dire, mais il y a une croyance des fois avec l'alimentation intuitive qu'on mange n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Là, c'est vraiment pas ça. Là, c'est vraiment d'être plus à l'écoute. Puis, tu sais, comme par exemple, un exemple pour les troubles alimentaires, par exemple, une personne qui souffrirait d'anorexie, la sensation de faim et puis les sensations d'appétit sont plus fiables à ce moment-là. Tu sais. Fait que là, l'idée, c'est vraiment plus de traiter le trouble alimentaire, que la personne, par exemple, reprenne un poids qui ne pose pas de danger pour sa santé. Après, peut-être qu'on peut intégrer justement des aspects sensoriels, de plaisir alimentaire, d'essayer de retrouver ça. C'est un exemple. Puis aussi, l'alimentation intuitive, c'est vaste, hein. C'est pas juste les sensations de faim puis de rassasiement, mais aussi l'image corporelle, il y a les émotions aussi liées à l'alimentation, il y a la culture des régimes qui est là, les aspects sensoriels, ça je le nommais, c'est même notre perception de l'activité physique aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, dépendamment des préférences puis des besoins de la personne, qu'on peut aborder aussi. Adapter, hein, c'est pas comme une recette où on doit tout appliquer ça d'un coup, là, on y va graduellement, puis c'est vraiment plus de cette manière-là. Bien sûr, c'est comme tout, il faut un Mm. contexte Oui, c'est et ça. adapter les choses à la personne. Tu as Mm. notifié effectivement que certaines personnes pourraient donner comme contre-argument que c'est la porte ouverte à tout, le fait d'aller manger n'importe quel fast-food. Mais effectivement, on pourrait se dire, dans le monde actuel dans lequel on vit, où on est surexposé à de la nourriture, si on sort, on va Mm. voir une publicité d'un fast-food, par exemple, ce qui peut susciter cette faim. Est-ce que, il y aurait un risque justement de tomber dans cet abus et de trop se fier aux signaux, non pas internes, mais du coup qui sont plutôt externes? Oui, ben c'est vrai qu'on est exposé beaucoup à la restauration rapide, tout ça, de moins d'aliments cuisinés. Je sais, ça fait partie des recommandations de cuisiner davantage. Et l'alimentation intuitive, tu sais, c'est pas, tantôt je disais, c'est pas de manger n'importe quoi, n'importe quand. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute,
C'est manger, oui, les aliments souhaités, mais manger aussi des aliments qui permettent de se sentir bien, puis dans une quantité aussi où ça va être agréable après. Donc, il y a vraiment une écoute de soi. Puis des fois aussi, quand, disons qu'on mange plus de façon automatique, qu'on a ce qu'on appelle des aliments interdits, donc des aliments avec lesquels la relation est difficile. Quand il y en a, on a du mal à résister. On peut en manger trop, on peut se sentir coupable après. Donc ça, ce sont des aliments interdits. Donc des fois, quand on les réintègre, ces aliments-là, il y a des ajustements à faire. Là. Ça se peut des fois qu'on en mange un peu plus, mais l'idée aussi, c'est dans notre tête de légaliser ces aliments-là. Donc d'en faire l'expérience, de se donner le droit de les manger. Et généralement, ce qu'on peut observer, c'est le contraire de ce qu'on pourrait penser. Parce que si on se dit qu'on se donne la permission de manger les aliments souhaités, des fois, il y a cette pensée-là qu'on va trop en manger. Mais des fois, ben, au contraire, si les aliments sont permis, si on se donne la permission d'en manger et qu'on est convaincu qu'on va pas en manquer si jamais on a envie, des fois, ces aliments-là deviennent un peu moins attirants. Donc, on n'est plus attiré par l'interdit, on n'est plus dans l'urgence d'en profiter quand il y en a. Puis des fois aussi, essayer de se priver de manger certains aliments, hein, dont la valeur nutritive est moins intéressante, mais des aliments qu'on aime, des fois, ça peut fonctionner un certain temps, mais ça peut devenir pire au bout du compte, là. On a vraiment envie de manger ces aliments-là. Fait qu'il vaut mieux peut-être en faire l'expérience. Ces aliments-là, par là, je veux dire de prendre le temps de les déguster, de voir ce qu'on aime dedans. Des fois, il peut y avoir un impact sur la quantité qu'on va manger. Des fois, on en mange un peu moins finalement parce que c'est pas interdit. Sinon, ben c'est ça, ça peut prendre différentes avenues, mais après un certain temps, c'est comme si on se retrouve un petit peu plus apaisé avec ces aliments-là. Puis effectivement, si on mangeait beaucoup de restauration rapide, par exemple, ben, peut-être qu'on pourrait sentir que c'est pas optimal, tu sais, au niveau de l'énergie, de comment on se sent aussi. Fait que c'est sûr que bon, c'est un sujet qui est peut-être assez vaste, assez complexe. Il faut garder en tête que c'est une démarche de réintégrer ces aliments-là. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique, mais c'est vraiment notre perception des aliments là, à explorer puis à travailler aussi. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un point de vue externe, on Mm, pourrait penser que bah, quelqu'un qui mange un fast-food et une autre personne qui mange un fast-food a la même expérience. Mais en mm. fait, c'est finalement une question de perception et de comment on vit les choses intérieurement, plus que la chose en elle-même. Ouais, c'est ça. C'est vraiment notre relation avec les aliments à travailler, c'est ça. Parce que logiquement, on pourrait dire, ben si la valeur nutritive est pas intéressante, on va l'interdire ou se l'interdire puis d'essayer d'en manger le moins possible. Mais si on trouve que ça goûte bon, ça risque de poser des problèmes. Là. Donc, c'est vraiment plus Puis évidemment, il y a des aliments, oui, qui ont une valeur nutritive moins intéressante, mais on peut voir aussi, ben, c'est quoi la quantité qu'on mange, c'est quoi la fréquence aussi. Un aliment qu'on mange quotidiennement va avoir beaucoup plus d'effet qu'un aliment qu'on mange exceptionnellement. Donc, ça, c'est important de regarder tout ça, puis de ne pas juger les aliments considérés tout seuls. Là. Comme on disait tantôt, il y a un contexte. Là. Est-ce que si on se fie vraiment à ces sensations, on finirait par ne manger que des petites portions et qu'on mangerait plein de petites portions au fil de la journée, ce qui pourrait provoquer du grignotage. Mm. Euh, il me semble, en tout cas, c'est ce qu'on nous enseigne encore aujourd'hui, c'est que le grignotage est néfaste. Oui, c'est ça. Il faut distinguer aussi le grignotage et le besoin de prendre une collation aussi. Ça, c'est différent. Aussi, ben, avec l'alimentation intuitive, ben, on travaille au niveau des sensations de faim, de rassasiement. Et je le mets au pluriel parce que pas seulement avoir faim ou non, ou être rassasié ou non, il y a des niveaux. En fait, puis ça, c'est quelque chose que moi, je vais travailler en clinique, par exemple, c'est de se sentir avant de manger, ben, évidemment, toujours se questionner sur notre sensation de faim, comment on le vit aussi. Tu sais, par exemple, quand on a un petit creux, on sait qu'on va bientôt avoir une faim modérée. Donc là,
c'est l'idéal. Tu sais, on essaie de pas trop souvent se retrouver complètement en famille, là. Des fois, bon, ça peut arriver, mais on peut prévoir ces moments-là aussi un petit peu. Donc, puis au niveau du rassasiement aussi, ben c'est pas juste de combler notre faim, mais sentir qu'on a mangé un petit peu plus pour se sentir bien, mais rassasié, qu'une certaine satisfaction aussi. Donc, ce qui fait qu'après ça, ben, si jamais on a faim 1 heure après un repas, ben, clairement, il y a quelque chose qui allait peut-être pas avec notre repas. Peut-être que la portion était pas suffisante, peut-être que la composition serait à revoir aussi. Mais on peut penser que, ben, évidemment, c'est pas du tout rigide, là, mais tu sais, aux 4 heures, à peu près, 3, 4, 5 heures, on va avoir faim pour soit une collation, soit un repas. Donc, non, on veut pas se retrouver à manger toujours un petit peu. Là, on veut quand même avoir la satisfaction de ressentir la faim puis le rassasiement aussi. Mhm. Ok, donc il faut quand même essayer après le repas de se demander à quel moment est-ce qu'on ressent la faim pour modifier éventuellement la composition du repas pour s'adapter à ça. C'est ça? Oui, il y a beaucoup d'observations à faire au départ aussi, tu sais, parce qu'on part de nos propres habitudes, nos comportements. C'est jamais pour se juger, mais voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi. Parce que, évidemment, ben, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, hein. On crée des habitudes, mais c'est de voir là, qu'est-ce qui fonctionne bien pour nous, qu'est-ce qui peut être amélioré ensuite. Puis, ben, c'est ça. Généralement, si on fait l'exercice là, d'être à l'écoute, on va avoir besoin de manger là, peut-être 3 repas par jour. Peut-être pas les heures déterminées d'avance, mais on peut, si c'est possible de faire l'exercice, c'est souvent ça qui arrive, mais on part avec l'idée qu'on attend un certain niveau de faim là, avant de manger. C'est pas une règle à suivre, là, je veux être claire, là. C'est pas d'attendre absolument un niveau de faim précis, mais c'est de porter attention à ce qu'on fait déjà, puis voir qu'est-ce qui est possible d'améliorer ensuite. C'est pas une règle à suivre, c'est ça que je veux dire. Est-ce que cette alimentation intuitive, c'est un luxe auquel on peut enfin, qu'on peut se permettre et qu'à précédemment, par exemple, il y a des milliers d'années, on pouvait pas se permettre. Par exemple, est-ce que euh, un homme de Cro-Magnon qui faisait sa chasse ou qui cueillait des fruits avait le choix de se fier à son alimentation intuitive ou devait plutôt se forcer à manger parfois pour faire des réserves? En d'autres termes, est-ce que l'alimentation intuitive existe dans le règne animal? Oui, ça me fait sourire. Je suis pas du tout experte des hommes de Cro-Magnon ou de la santé animale. Par contre, c'est intéressant là, comme questionnement. Puis je pense que à ce moment-là, on peut y aller peut-être plus avec des hypothèses. Là. Entre autres, je pense que ce qui nous a éloignés de l'écoute de nos besoins, c'est la culture des régimes aussi, hein, de contrôler notre poids, de éviter des aliments. Donc, tout est régulé. Et ça, ben, moi, j'aime bien penser que s'il n'y avait pas tout ce contrôle-là ou cette publicité par rapport aux aliments, peut-être qu'on mangerait intuitivement sans vraiment le savoir. Tu sais, là, on dirait qu'on essaie de revenir vers ça. Fait que ça peut être intéressant là, de penser à ça. Puis l'autre chose aussi, ben, on dit souvent que les bébés vont boire intuitivement. Bon, donc s'alimenter, ben, c'est instinctif, hein, parce qu'on ne sait pas encore qu'on existe, puis on ressent pas, on se souvient pas de notre faim puis de notre rassasiement quand on était des bébés, mais ça fonctionne. On peut se réguler. Les jeunes enfants aussi sont capables de manger intuitivement. Donc, l'idée, c'est comme de les maintenir dans cette façon de faire-là, tu sais, de ne pas leur imposer des quantités. Donc, ça, il y a différentes choses à voir. Mais je pense qu'à la base, euh, on a cette capacité-là de réguler les quantités d'aliments. Et c'est sûr qu'après ça, il y a plein de choses qui vont nous influencer autour de nous, puis on peut perdre cette intuition-là. Tu sais, par exemple, ben, ça peut être dans notre éducation. Des fois, il y a souvent de terminer le contenu de notre assiette. Les diètes, les régimes amaigrissants, entre autres aussi, vont nous déconnecter. Bon, on pourrait dire temporairement, là, c'est pas perdu à jamais, mais nous déconnecter de l'écoute aussi de notre corps. Donc, je pense que
on est peut-être plus intuitif qu'on le pense, même si on en parle beaucoup plus d'alimentation intuitive maintenant. Puis là, si on revient aux hommes de Cro-Magnon, ben c'est sûr que là, l'accès aux aliments était très différent d'aujourd'hui, hein. Je pense que notre corps était fait, même on va pouvoir le lire des fois, était fait pour survivre à des périodes de famine, alors que maintenant, c'est l'abondance. Notre corps n'est pas nécessairement fait pour autant de nourriture. Fait que c'est un petit peu ça les pistes que je pourrais apporter là, par rapport à ça. J'ai cru comprendre que tu donnais de l'importance au fait de se réunir aussi pour manger. Mm, Alors, comment coupler une vie de famille où, ben, du coup, il y a plusieurs personnes qui ont pas forcément les mêmes fins, qui n'ont pas forcément faim au même moment, mm. avec cette alimentation intuitive? Comment faire cette culture de l'alimentation intuitive au sein d'une famille? Oui, puis c'est vrai, hein, on n'a pas nécessairement faim tous en même temps. Donc, des fois, ben, l'heure des repas est un peu ben, déterminée un peu à l'avance. Donc, c'est comme je vais le mettre entre guillemets, là, mais de s'organiser pour avoir un certain niveau de faim à l'heure du repas qui est prévu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, je sais pas, là, si on soupe à 19 heures, par exemple, ben, on va voir un peu avant si on a besoin d'une collation, peut-être, hein, en fin d'après-midi, de manger un petit quelque chose pour pas être affamé, trop affamé là, à l'heure du repas qui est prévu. Donc, on peut y aller comme ça, mais toujours voir si c'est nécessaire. Puis, tu sais, après ça, rendu au repas, ben, si c'est là qu'on doit manger, puis il n'y a pas vraiment de possibilité de modifier ça, ben dans tous les cas, on peut ajuster un peu la portion aussi, tu sais, au moment du service, au moment pendant le repas, quand on se sent rassasié, on ne veut pas s'obliger à terminer non plus, jamais. Donc, au cours du repas, voir comment on se sent, là, puis se réajuster aux besoins en cours de route, là. Donc, des fois, j'aime bien dire qu'on n'est pas tout seul sur une île déserte. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait se fier complètement à notre faim, notre rassasiement sans influence, mais c'est assez rare là, qu'on se retrouve dans cette situation-là. C'est la même chose quand on a des heures de repas prévues au travail, par exemple, puis que ça peut pas déroger. Ben à ce moment-là, on applique un petit peu le même principe, à moins des fois d'être en télétravail, puis on a un petit peu de marge de manœuvre. Ben, à ce moment-là, des fois, on peut manger un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt. Donc, on peut s'ajuster comme ça, mais dans tous les cas, il faut que ce soit flexible. Bah, merci pour ces petits conseils, parce que c'est vrai qu'au sein d'une famille, c'est très, très fréquent d'entendre ce truc-là de essayer de, enfin, finis ton assiette, Ah même oui. parfois, tu n'as pas le droit de sortir de table avant de finir ton assiette. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais en France, c'est vraiment très, très inculqué. Ouais. Je dirais que moins maintenant, mais il y a eu une époque où c'était la façon de faire, hein. Puis l'idée, c'est pas de blâmer les parents qui ont fait ça, mais à ce moment-là, ben on connaissait pas trop les conséquences, hein, parce que d'imposer justement de terminer le contenu de notre assiette, ben ça nous éloigne aussi de l'écoute du rassasiement, parce que de toute façon, on doit terminer, ça devient comme une règle à suivre. Donc, Mhm. puis je comprends, on veut pas non plus jeter de nourriture, hein, on n'aime pas ça, c'est normal. Peut-être qu'après ça, on peut réviser les portions au besoin pour essayer de s'ajuster, mais en fait, il y a rien qui devrait faire qu'on se sente obligé de manger, de dépasser nos besoins, là. Parce qu'à ce Mhm. moment-là, ben c'est ça, on s'éloigne de l'écoute de nos signaux. Bien sûr. Mm. Ben, je pense il y a cette chose que les gens pensent qu'on a nécessairement besoin de prendre un repas, par exemple, même si on n'a pas nécessairement faim. Ça, c'est très, c'est souvent pensé pour le petit déjeuner, par exemple. Personnellement, j'ai rompu avec cette idée en testant le jeûne. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est un régime que j'ai plus ou moins abandonné parce que justement, ça faisait ressurgir des troubles du comportement alimentaire. Mm. Euh, Est-ce qu'il existe quand même certains régimes qui sont pas à jeter à la poubelle? Est-ce on doit abandonner totalement les régimes ou bien dans certains cadres, ça pourrait être bénéfique? Par exemple, pour une perte de poids de manière transitoire, avec par la suite une phase de réappropriation de son corps. En fait,
les régimes, ça demeure une forme de contrôle, hein. Mais je comprends la bonne intention de dire, ben, peut-être qu'on veut perdre du poids, on va suivre un régime et après, on s'intéressera à l'alimentation intuitive. Est-ce que c'est un peu ça que tu veux dire? Ouais, c'est Ouais, ça. hein, c'est ça. Mais en même temps, il y a comme un non-sens parce que c'est de temporairement de dire, ben, je vais pas écouter mes sensations, puis après, je vais les réécouter. Un peu comme si on avait un interrupteur, là. Donc, moi, j'ai en tendance à dire pourquoi ne pas essayer de s'écouter maintenant? Et de toute façon, ben, s'il y a des préoccupations par rapport au poids, ben, on travaille avec le poids naturel en alimentation intuitive. Donc, c'est pas un poids qu'on détermine à l'avance, mais c'est un poids, le poids naturel, il y a plusieurs synonymes, là. Le poids consigne, le set point, qui est utilisé peut-être plus en France. Mais bon, ce sont des synonymes. C'est comme de voir, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de bonnes habitudes de vie ou les améliorer. Et ça, au bout du compte, ça donne un poids avec lequel notre corps est confortable. On bouge par plaisir, on dort bien, on travaille notre stress, on est à l'écoute de nos besoins. Donc, tout ça. Puis, fait que c'est pas de décider d'un poids et de travailler fort pour l'atteindre, mais on procède différemment. Donc là, je m'éloigne un petit peu là, avec la notion de poids, mais l'idée, c'est ça, c'est comme de développer ce lien de confiance-là, que notre corps va se réguler au poids où il est confortable aussi. Des fois, c'est pas toujours le poids rêvé, mais on peut travailler aussi l'image corporelle, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui influence notre poids aussi. Mais l'idée, c'est un petit peu cette façon-là qu'on le voit. Tout à Puis fait. faire attention aussi parce que c'est comme les régimes amaigrissants ou toutes sortes d'approches alimentaires là, qui ont toutes sortes de noms un petit peu déguisés des fois, que ça semble pas être des régimes, mais finalement, c'est pour perdre du poids, donc c'en est. Je pense que c'est à faire attention aussi de voir pourquoi on s'y intéresse. C'est la vraie raison, là. Si c'est pour perdre du poids, ben ça peut facilement devenir une méthode de contrôle, là. Puis je pense que tu le mentionnais aussi tantôt, il y a des études aussi par rapport aux jeûnes intermittents, des études assez récentes qui montrent que ça risque d'aggraver les troubles alimentaires, c'est ce que tu nommais tantôt, hein. Puis, donc, ou nous rendre peut-être plus fragiles à développer une relation difficile avec la nourriture pour certaines personnes. Ça fait pas ça pour tout le monde, mais c'est quand même à considérer parce que c'est quand même, ça a des conséquences quand même graves, là. Mm. Bien sûr, tout à fait. Donc, est-ce que Ouais. tu veux dire finalement que l'alimentation intuitive permettrait au corps de s'autoréguler et de retrouver un équilibre de santé optimal en quelque sorte, simplement en se fiant à ses propres signaux. Par exemple, si on est en surpoids, euh, eh bien le corps va naturellement avoir moins faim et si on se fie à ces signaux-là, eh bien ça peut avoir un effet de perte de poids, par exemple. Il peut y avoir différents résultats, en fait, là, parce que c'est pas non plus une approche qui est centrée sur le poids. Évidemment, on va le remarquer là, Mm. s'il y a un changement, mais ça se pourrait que notre poids reste pareil aussi. Donc, je pense que ça peut être intéressant de se demander avant de vouloir manger intuitivement si mon poids change pas, reste le même, ou même si j'en prends un peu, si jamais je mange sous mes besoins, ben est-ce que c'est quand même une approche qui m'intéresse? Ça, je pense que c'est une question intéressante à se poser pour pas s'intéresser à des approches, disons, uniquement pour modifier notre poids, là. Mais là, l'idée ici, c'est plus d'améliorer notre relation avec la nourriture, le lien qu'on a avec notre corps aussi, de vouloir être bien. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même, je dirais, euh, on ne peut pas prévoir d'avance ce qui va se passer. C'est sûr qu'avec la notion de poids naturel, on s'attarde à nos habitudes de vie, à nos pensées aussi. Ça, c'est des choses généralement que si on cherche, on va trouver des améliorations possibles. Mais notre poids est aussi en grande partie génétique, hein. Puis il y a des facteurs non modifiables qui expliquent notre poids. Tu sais, par exemple, des niveaux d'hormones, l'âge, notre corps évolue dans le temps. Donc, de ne pas penser que c'est entièrement sous notre contrôle. Donc, ça aussi, d'avoir un portrait plus juste de la situation, parce que des fois, il y a cette croyance-là que notre poids, ben, c'est une question de volonté. Alors que ben, la génétique, c'est le facteur principal hein, qui explique, ben, oui, notre poids, mais toutes nos caractéristiques physiques aussi. Donc,
fait que c'est à faire attention. Tu sais, ça veut pas dire, ben, c'est génétique, il y a rien à faire, là. C'est pas ça non plus, mais de peut-être s'attarder aux éléments sur lesquels on a un certain pouvoir, donc nos habitudes de vie qui sont quand même modifiables. C'est pas facile de modifier des habitudes de vie, mais on a quand même des fois quelque chose à faire, là. On peut s'attendre à un résultat intéressant sur notre santé, nécessairement. Pas toujours sur notre poids, par exemple. Ça, on peut pas le prédire, mais d'essayer de garder en tête qu'on peut être en santé à différents poids aussi. On a bien Mm. compris avec tout ton discours que la perte de poids, tu n'aimais pas ça. En tout cas, la focalisation sur le poids, c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas trop. Pourquoi est-ce Mhm. que, on se focalise tant dessus, en fait? D'où vient toute cette culture des diètes? Ouais, ben, il y a les normes sociales hein, de beauté là. Actuellement, en 2025 et depuis quelques années, c'est vrai que c'est beaucoup axé sur la minceur. Il y a une pression qui est très forte mise là-dessus. On nous parle beaucoup de poids, beaucoup de perte de poids. Puis il y a une pression particulière aussi auprès des femmes. Tu sais, il y en a chez tout le monde, là, mais les idéaux corporelle, de beauté pour les femmes, en fait, il y a une grande pression à devoir constamment perdre du poids. On l'entend beaucoup aussi. Donc, c'est sûr que quand quand on parle de normes sociales, bien, plus on s'éloigne de ce qui est perçu comme étant adéquat dans notre société, ben plus on pense qu'on a quelque chose à changer, plus on va sentir qu'on est, si notre corps est plus gros, que notre corps est inadéquat. Donc, des fois, c'est justement d'être bien sensibilisé à ben, toute la complexité du sujet, premièrement, puis voir sur quoi on a du pouvoir, sur quoi on n'en a pas, et essayer aussi de considérer notre santé. Parce que, ben, c'est pas parce qu'on perd du poids que tout va bien aller dans notre vie, là. Des fois, il y a cette croyance-là aussi, tu sais, on voit ça comme quelque chose d'un idéal, là, mais ben pas nécessairement. Peut-être qu'on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat pour être mieux dans notre corps, voir ce qu'on peut améliorer aussi. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de sédentarité, donc ça aussi, bouger par plaisir, quelque chose qui est vraiment agréable comparativement à bouger dans le but de perdre du poids, là. Seulement, disons, ce but-là, généralement, c'est pas une source de motivation à long terme non plus. Ah oui, mais même pas forcément pour perdre du poids. Pendant longtemps, moi, Mm. j'ai bougé, j'ai fait de l'activité physique pour, euh, pour une bonne santé, en fait. Et pas nécessairement pour le plaisir que ça me Mm. faisait ressentir. Et ça Mm. aussi, c'est quelque chose qui, je pense, est néfaste. Et il y a pas que l'alimentation intuitive. Selon moi, il y a aussi, bah, le sport intuitif, en quelque sorte. Il y a Oui, plein de choses, auxquelles il faut simplement se fier à ses propres sensations. oui, il y a ce qu'on appelle ici le mouvement intuitif. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, bon, indépendamment, tu sais, on peut avoir une montre ou on. Puis là, je la porte. Je suis comme un cordonnier mal chaussé pour avoir le nombre de pas par jour, pour avoir, parce que moi, je pratique la course à pied, mais en même temps, tu sais, ça, je vais le donner quand même comme exemple. Pour moi, c'est positif. J'aime bien regarder ça, les pas. Puis je veux dire, je veux pas me sentir coupable si une journée, il y en a moins ou quand il y en a vraiment beaucoup, ça m'amuse. Mais je sais que pour certaines personnes, ça devient une source de culpabilité aussi. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement bon pour tout le monde, là. Donc, oui, ça, c'est à considérer, mais tu sais, quand on parle, en parlant d'activité physique, tu sais, d'essayer de voir les effets sur notre énergie, notre stress, notre sommeil. Il y a plein d'éléments aussi sur la santé psychologique, là, qu'on parlait pas nécessairement avant. Puis moi, j'aime bien dire que les personnes actives le savent déjà, mais c'est approuvé par des données scientifiques. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Parce que des fois, je rencontre des personnes qui ont fait de l'activité physique, là, mais tu sais, vraiment dans l'unique but de modifier leur poids, puis qui se sont vraiment tannés au point d'un moment donné d'arrêter complètement. Là. On ne veut pas ça non plus, hein, mais c'est qu'à un moment donné, c'est comme c'était devenu tellement une corvée, alors que ben on peut travailler après ça à redécouvrir le mouvement. Voir à quel point ça fait du bien aussi. Donc, pour pas s'arrêter, là, parce qu'on est complètement démotivé. Puis c'est comme, moi, j'aime bien dire que c'est un médicament gratuit et sans effet secondaire. Puis, Peut-être des ça, petites courbatures. ouais, mais là, c'est ça. On y va graduellement, là. Mais c'est ça. Des fois, je fais des blagues. Je dis, oh, je vais aller prendre mon médicament, mais ça veut dire que je m'en vais prendre de l'air. Après ça, ça va. Bien sûr. Ouais. Même
parfois, c'est pas forcément juste un sport, un mouvement en particulier qui nous plaît pas, mais plutôt la relation qu'on a avec. Euh, Mmh. Par exemple, c'est pas forcément, j'aime pas la course à pied, mais j'aime le canoë. Ça pourrait être Oui, simplement la relation avec le sport en général est mauvaise et la course à pied pourrait aller très bien. oui. Est-ce que tu as des petites astuces pour permettre à tout le monde d'incorporer cette intuitivité dans sa vie? Ben, c'est ça, ça dépend toujours commencer initialement, hein. Si jamais on mange de façon automatique, puis on n'a pas l'habitude de porter attention vraiment à, par exemple, déguster au niveau de nos préférences et tout ça, ben, je pense que, tu sais, l'idée, c'est vraiment d'y aller graduellement, même avant ça, voir pourquoi ça nous intéresse aussi. Tu sais, si c'est justement pour développer un lien de confiance avec notre corps et travailler notre image corporelle, je pense qu'on est déjà bien, notre intérêt, on est bien disposé, en fait. Tu sais, je pense que ça peut être intéressant aussi de faire des lectures, de regarder un petit peu, là, je pense qu'il commence à avoir beaucoup de choses là, aussi sur, entre autres sur les réseaux sociaux. C'est important je pense, de trier la bonne information aussi, puis d'aller avec des professionnels de la santé, c'est sûr. Parce que quand c'est à la mode, des fois, il y a comme un peu des dérives, là. Ça, faut faire attention à ça. Mais sinon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, peut-être regarde, tu sais, observer un petit peu notre rapport avec les aliments, tu sais. Est-ce que, tantôt, je parlais d'aliments interdits, voir est-ce qu'on a tendance à catégoriser les aliments, à les bons ou mauvais, des choses comme ça qu'on peut regarder. Est-ce qu'on prend le temps d'apprécier, de déguster aussi les aliments, de travailler ça? Ça peut être aussi de se demander les raisons qui nous amènent à manger puis à cesser de manger. Est-ce que notre faim et notre rassasiement occupent une belle place ou c'est plutôt rare qu'on observe ça? Tu sais, c'est comme ben, je mange parce que c'est l'heure. Ou, tu sais, fait qu'il y a plein de choses comme ça qu'on peut regarder. Là, je vais vite, tout ça. On fait pas tout ça en même temps, là. Mais c'est des fois des choses qu'on peut, à lesquelles on peut porter attention pour commencer. C'est sûr que si on peut avoir accès à des consultations, soit en nutrition, en psychologie ou des personnes compétentes sur le sujet, ben c'est sûr que c'est l'idéal. Sinon, d'aller chercher des formations, de s'intéresser au sujet graduellement, mais surtout de ne pas voir ça comme comme un ensemble de règles à suivre. Vraiment partir de ce qu'on fait déjà, puis tranquillement améliorer, travailler à améliorer les choses, à se sentir mieux aussi. Mais tu sais, on devrait jamais sentir que on triche ou qu'on doit se prendre en défaut, par exemple, mais c'est vraiment d'être plus dans la bienveillance puis de mieux comprendre nos comportements, entre autres. Fait que ça, c'est important. Ça fait partie de l'alimentation intuitive, puis on devrait pas se sentir coupable avec cette approche-là. C'est une approche totalement opposée, je trouve, au régime où on impose une solution à tout le monde, alors qu'ici, on se pose nos propres questions qui seront des réponses uniques pour adapter Oui. notre alimentation en fonction de ça. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment différent. Puis, tu sais, quand je dis c'est pas un ensemble de règles à suivre, parce que souvent, ben, dans les régimes, il y a des règles à suivre. Puis si on les suit pas parfaitement, pour ça, tantôt, je dis, ben, soit on triche, on est en situation d'échec. Non, c'est pas comme ça avec l'alimentation intuitive. Donc, puis de se laisser du temps aussi. Tout ça, c'est une autre chose, là. Je trouve qu'en tout cas, moi, je remarque qu'on est bien, bien, bien pressé. On veut faire les choses rapidement. Alors que c'est une démarche qui demande du temps. Mais je pense que, tu sais, l'idée, c'est pas de se rendre au fil d'arrivée, c'est vraiment de progresser. Puis le processus est important aussi. Fait que chaque petit pas, ben on peut voir, je sais pas, moi, au bout d'un an, il y a des choses nécessairement qui ont changé, là. Fait que tant qu'on sent qu'on progresse, il y a des petits bouts où c'est plus stable, on pourrait dire, mais au fil du temps, si ça progresse, ben c'est déjà bien, on s'améliore. Ça donne rien d'aller trop vite, puis après ça, de revenir à la case départ, puis un petit peu comme avec les régimes, là. Si ça fonctionne, ben là, de toute façon, le but, c'est de perdre du poids, c'est pas la même chose, mais ça fonctionne. Après ça, on recommence. Tu sais, c'est toujours, on est en situation d'échec. C'est pas très bon pour l'estime de soi non plus, là, de se retrouver dans des situations où on se culpabilise, qu'on a l'impression qu'on fait pas la bonne chose. Euh, si ça se passe pas comme prévu en alimentation intuitive,
Ben, c'est une expérience. On analyse, on peut voir une prochaine fois comment on pourrait faire, mais c'est comme ça qu'on progresse aussi. Donc, c'est très différent. C'est un processus long et continu. Alors, comment est-ce Oui. qu'on peut se faire aider? Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Ou bien est-ce que tu as d'autres ressources à conseiller à nos auditeurs? Et ben, je sais qu'en France, il y a le groupe de réflexion sur l'obésité, le surpoids. Donc, ça, c'est un congrès que je vais de temps en temps, pas toutes les années, mais qui a une approche comme ça, basée vraiment sur l'écoute, sur l'alimentation intuitive aussi. Donc, moi, j'encourage à lire, je sais pas, même sur les réseaux sociaux, de s'intéresser à la diversité corporelle aussi, parce que les réseaux sociaux, souvent, on en parle de façon négative, mais dépendamment ce qu'on va suivre, je pense que des fois, on peut habituer notre regard aussi à un peu plus de diversité. Ben de s'ouvrir, de voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Les lectures, je le mentionnais tantôt, mais c'est ça, tranquillement de s'intéresser à ça. Puis tantôt, je disais, ben, si on a accès à des consultations individuelles, c'est très bien. Je sais des fois qu'on peut trouver des programmes de groupe où c'est vraiment de s'y intéresser, je pense, graduellement, puis dépendamment d'où on part aussi. Et des fois, ça vient même nous confronter, là, c'est cette diversité corporelle, puis le rapport avec les aliments. Mais c'est ça, je pense qu'on y va graduellement. Je sais que je dis souvent ça graduellement, mais je pense que c'est un des secrets. Donc, C'est la ouais. progressivité. Merci Karine de nous avoir fait découvrir l'alimentation intuitive. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer? Et d'essayer de distinguer le poids et la santé. C'est deux choses qui sont différentes. Puis sur notre santé, tu sais, même à ça, notre santé, on n'a pas le plein pouvoir dessus non plus, hein, sinon je pense qu'il n'y a personne qui serait malade, mais on peut travailler dans le sens d'avoir une meilleure santé. Il y a déjà des choses qu'on connaît qu'on peut faire là, pour ça, donc essayer ça. Puis essayer justement de reconnaître qu'on ne contrôle pas notre poids, peut-être une partie, là, mais on en contrôle pas mal moins qu'on pense. Donc, puis fait que peut-être de s'attarder davantage à notre santé, je vais le dire. Voilà. Merci Karine. Mais ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que tout ce que nous avons partagé au cours de cet épisode t'aura fait réfléchir sur ton propre rapport avec l'alimentation. Si tu souhaites aller plus loin dans ce domaine, je te redirige vivement vers les livres qu'a pu écrire Karine Gravel, que tu retrouveras dans la description. N'oublie pas de soutenir le podcast avec une évaluation 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour ton temps et ton attention. À bientôt.